Sarah Chin était assise tranquillement au siège 14C, une passagère comme les autres, sirotant de l'eau et évitant les conversations futiles. Personne ne savait que la femme au blazer bleu marine était le commandant Phoenix Chin, une pilote de F-16 décorée comptant 150 missions de combat. Quand la crise frappa à 35 000 pieds, son secret allait tout changer pour toujours. Avant de regarder l'histoire complète, commentez ci-dessous pour nous dire d'où vous regardez. Aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires. Les moteurs du vol 447 vrombissaient doucement tandis que le Boeing 737 naviguait en douceur à 35 000 pieds à travers un ciel bleu clair. La lumière du soleil filtrait à travers les petits hublots de la cabine tandis que les passagers s'installaient pour ce qu'ils s'attendaient à être un vol de routine de 3 heures, de Denver à Phoenix. Au siège 14C, Sarah Chin ressemblait à n'importe quel autre voyageur d'affaires. Elle portait un simple blazer bleu marine sur un jean, ses cheveux foncés attachés en une queue de cheval nette. Un sac d'ordinateur portable reposait sous le siège devant elle. Rien dans son apparence ne suggérait qu'elle était plus qu'une simple passagère rentrant chez elle ou voyageant pour le travail. Lorsque l'hôtesse de l'Air Genie fit rouler son chariot de boissons dans l'allée et s'arrêta à la rangée 14, elle sourit chaleureusement et demanda à Sarah ce qu'elle aimerait boire. Sarah demanda simplement de l'eau et la remercia poliment. Genie entama une conversation, demandant si Sarah voyageait pour affaires ou pour le plaisir. Sarah répondit que c'était un peu des deux, expliquant qu'elle rendait visite à sa famille à Phoenix. Genie commenta que le temps en famille était important avant de passer à la rangée suivante. M. Thompson, un vendeur bavard d'une cinquantaine d'années assis à côté de Sarah, ne put s'empêcher d'engager la conversation. Il remarqua qu'elle voyageait seule et lui demanda si elle était en voyage d'affaires. Sarah répondit vaguement, disant que c'était quelque chose comme ça. Quand il mentionna qu'il travaillait dans les assurances et lui demanda quel était son domaine d'activité, Sarah marqua une brève pause avant de dire qu'elle faisait du travail pour le gouvernement, décrivant cela comme des choses assez ennuyeuses. Monsieur Thompson hocha la tête d'un air entendu, disant qu'il comprenait ce que c'était de pousser des papiers toute la journée. Sarah fut d'accord et reporta son attention sur son magazine, espérant mettre fin à la conversation. De l'autre côté de l'allée, Lisa Martinez faisait rebondir son bambin agité sur ses genoux. Elle s'excusa auprès de Sarah pour le bruit, expliquant que son fils n'aimait pas voler. Sarah lui dit de ne pas s'inquiéter, que les enfants seront toujours des enfants. Lisa demanda si Sarah était mère, et Sarah répondit, pas encore. Peut-être un jour. Lisa commenta que Sarah semblait très douée avec les enfants et très calme sous la pression. Sarah sourit mais ne répondit pas. Pourtant, si seulement Lisa savait à quelle pression réelle Sarah avait été confrontée dans sa vie. La vérité était que Sarah Chin n'était pas n'importe quel employé du gouvernement. Elle était le commandant Sarah Phoenix Chin, l'une des pilotes de chasse F-16 les plus décorées de l'US Air Force. Elle avait effectué plus de 150 missions de combat sur 3 zones de guerre différentes. Son indicatif, Phoenix, lui avait été attribué après avoir survécu à un impact de missile direct au-dessus du territoire ennemi, réussi à maintenir son F-16 gravement endommagé en vol pendant 40 minutes avec la moitié de ses systèmes de bord détruits, et à le ramener miraculeusement à la base pour un atterrissage en toute sécurité. Ses collègues pilotes parlaient encore de ce vol impossible à voix basse et respectueuse. Mais aujourd'hui, elle était déterminée à n'être qu'une passagère parmi d'autres au siège 14C. Elle se rendait à Phoenix pour rendre visite à sa sœur et ne voulait rien de plus qu'un vol paisible et anonyme. Elle était fatiguée des regards et des questions incessantes qui survenaient chaque fois que les gens découvraient son service militaire. Elle était fatiguée d'expliquer ce qu'étaient réellement les missions de combat ou de devoir répondre à la question inconfortable de savoir si elle avait déjà tué quelqu'un. Pour une fois dans sa vie, elle voulait juste se fondre dans la masse et être traitée comme une personne normale prenant un vol normal. Dans le cockpit, le capitaine David Wright et le premier officier Mike Torres surveillaient leurs instruments tandis que l'avion maintenait sa douce croisière à travers le ciel matinal dégagé. Wright, un pilote vétéran d'une quarantaine d'années, commenta que la météo semblait parfaite jusqu'à Phoenix et qu'il devrait avoir un vol sans encombre. Torres, 8 ans plus jeune et encore relativement nouveau dans l'aviation commerciale, acquiesça avec enthousiasme. Après avoir géré de graves turbulences lors du vol de la veille qui avait rendu les passagers malades et secoués, il dit qu'il accepterait volontiers un voyage ennuyeux et sans incident n'importe quel jour de la semaine. Wright était en train d'ajuster son casque lorsqu'une voix crépitante se fit entendre à la radio depuis le centre de Denver. Le contrôleur aérien informa le vol 447 qu'il suivait un avion non identifié quelque part dans leur voisinage et leur demanda de maintenir leur cap et leur altitude actuelle. Wright accusa réception de la transmission et demanda plus de détails sur l'avion inconnu.
Le centre de Denver répondit qu'ils n'avaient pas d'informations supplémentaires pour le moment, mais qu'ils envoyaient des moyens militaires pour enquêter sur la situation. Ils soulignèrent que le vol commercial devait simplement poursuivre ses opérations normales. Wright et Torres échangèrent des regards inquiets. Torres demanda doucement s'il devait informer les passagers du problème potentiel. Wright décida de ne pas le faire pour le moment, disant que cela pourrait n'être rien et qu'il ne servait à rien d'inquiéter les gens inutilement. Ils attendraient de voir comment la situation évoluait avant de faire des annonces. Loin au-dessus de l'avion de ligne commerciale, deux F-16 Fighting Falcon filaient à travers le ciel bleu éclatant, leurs puissants moteurs laissant de minces traînées blanches dans leur sillage. L'avion de tête était piloté par le capitaine Jake Vipe Harrison, un vétéran de combat de 32 ans avec de multiples déploiements. En position d'ailier se trouvait le lieutenant Alex Walker Rodriguez, 28 ans et désireux de prouver qu'il était un ailier fiable. Dans le cockpit de son F-16, le capitaine Harrison scannait son écran radar tout en maintenant un contact radio constant avec le contrôle au sol. Il informa le centre de Denver par radio qu'ils approchaient des coordonnées fournies, mais n'avaient pas encore de contact visuel avec l'avion inconnu. Son ailier, Hawk, intervint à la radio pour signaler qu'il captait quelque chose sur son écran, cap 240 degrés et montant à 30 000 pieds d'altitude. Vipe confirma qu'il pouvait voir la cible sur son propre radar et informa le centre de Denver qu'ils avaient un contact avec l'avion inconnu et se dirigeaient pour l'intercepter. Les deux F-16 virèrent brusquement à gauche, leur incroyable maniabilité leur permettant de changer de direction presque instantanément. Le virage soudain créa d'intenses forces G qui plaquèrent les deux pilotes profondément dans leur siège. Mais ils étaient bien entraînés à gérer un tel stress. En quelques secondes, ils fonçaient vers l'avion mystérieux qui était apparu sur leurs écrans radars. De retour à bord du vol commercial, Sarah lisait tranquillement son magazine lorsqu'elle remarqua que l'avion effectuait une légère correction de cap. Ses sens affûtés, développés au fil des années de vol militaire, perçurent immédiatement le léger changement de sonorité des moteurs et l'assiette de l'appareil. Elle jeta un coup d'œil par son hublot, mais ne vit rien d'inhabituel dans le ciel vide autour d'eux. Monsieur Thompson, moins expérimenté avec les opérations aériennes, demanda s'ils venaient de virer. Sarah lui dit qu'ils avaient viré légèrement, probablement juste pour éviter des intempéries à venir, mais elle savait mieux que ça. Ce qu'elle venait de ressentir n'était pas du tout une manœuvre d'évitement météorologique. La nature précise du changement de cap, la manière dont les pilotes l'avaient exécuté, et le moment choisi, tout indiquait une chose, il s'agissait d'un ajustement de cap dirigé par les militaires. Quelqu'un au contrôle aérien avait ordonné cette déviation pour des raisons liées à la sécurité nationale ou à des opérations militaires. Le pouls de Sarah s'accéléra légèrement, bien qu'elle prenne soin de garder son expression parfaitement calme et neutre. Dans le cockpit, le centre de Denver reprit la radio avec de nouvelles instructions. Ils dirent au vol 447 de dévier de 10 degrés à droite de son cap actuel en raison d'opérations militaires se déroulant dans leur zone. Le capitaine Wright accusa réception de l'instruction et commença à faire virer l'avion vers le nouveau cap tandis que le premier officier Torres surveillait toutes les fréquences radio pour toute information supplémentaire. Il pouvait entendre des communications militaires filtrées sur les canaux d'urgence, confirmant la suspicion de Wright que quelque chose de significatif se passait à proximité. Torres commenta qu'il semblait qu'il brouillait des avions de chasse pour une sorte d'opération. Wright acquiesça, notant que la situation devait être assez sérieuse si le contrôle aérien déplaçait des avions commerciaux pour faire de la place aux opérations militaires. Les deux pilotes avaient suffisamment d'expérience pour savoir que de telles mesures n'étaient pas prises à la légère. L'avion inconnu apparut finalement clairement alors que les F-16 réduisaient la distance. C'était un petit Cessna monomoteur, mais quelque chose n'allait manifestement pas. L'avion ne répondait à aucun appel radio. Son transpondeur avait été éteint, et sa trajectoire de vol semblait erratique et incontrôlée. Vipe et Hawk se placèrent de chaque côté du petit avion pour mieux observer ce qui se passait. Le capitaine Harrison fit voler son F-16 suffisamment près du Cessna pour jeter un coup d'œil dans son cockpit. Ce qu'il vit expliqua immédiatement le comportement étrange de l'avion. Il informa le centre de Denver par radio qu'ils avaient un contact visuel avec l'avion inconnu, l'identifiant comme un Cessna monomoteur sans numéro de queue visible. Plus important encore, l'avion ne répondait pas aux appels sur la fréquence d'urgence de veille, et le pilote semblait affalé sur les commandes, apparemment inconscient ou incapacité. Le centre de Denver demanda si Vipe pouvait déterminer plus précisément l'état du pilote. Après s'être rapproché encore plus du petit avion et avoir mieux observé, Vipe confirma qu'il s'agissait d'une urgence médicale. Le pilote était définitivement inconscient,
et l'avion sans pilote volait maintenant en pilote automatique ou dérivait simplement sur son dernier réglage de cap. Il devait immédiatement guider le Cessna loin du trafic aérien civil avant qu'il ne cause une collision ou ne s'écrase dans des zones peuplées en dessous. Le centre de Denver accusa réception du rapport et informa VIP qu'il y avait un avion de ligne commerciale à proximité, le vol 447, un Boeing 737 qui devrait être escorté en toute sécurité pendant que les F-16 s'occuperaient du Cessna incontrôlable. VIP comprit la situation et ordonna à son ailier, Hawk, de prendre la position d'escorte avec l'avion commercial pendant qu'il resterait avec le petit avion pour surveiller ses mouvements et l'empêcher de devenir une menace pour quiconque au sol. Par son hublot, les yeux entraînés de Sarah aperçurent une tache sombre au loin qui grossissait rapidement à mesure qu'elle approchait de leur avion. Elle l'identifia immédiatement comme un avion de chasse F-16 grâce à sa silhouette distinctive et à ses caractéristiques de vol. Elle observa avec un intérêt professionnel comment le pilote militaire s'approchait de l'avion de ligne commerciale et prenait en douceur une position d'escorte protectrice à l'extérieur de leur aile gauche, maintenant une formation parfaite malgré la différence de vitesse significative entre les deux types d'avions. D'autres passagers commencèrent à remarquer la présence de l'avion de chasse, et la panique commença à se répandre dans la cabine. Un passager pointa du doigt le hublot et demanda bruyamment si c'était vraiment un avion de chasse qui volait à côté d'eux. D'autres tendirent le cou pour mieux voir, et des murmures inquiets emplirent la cabine alors que les gens essayaient de comprendre ce qui se passait. L'atmosphère passa rapidement de détendu à tendu alors que les passagers réalisaient que ce n'était pas une situation normale. L'hôtesse de l'air génie intervint par l'interphone pour répondre à l'inquiétude croissante des passagers. Elle demanda à chacun de rester calme et expliqua qu'il rencontrait ce qu'elle appela une situation mineure de trafic aérien. L'avion militaire visible à l'extérieur de leur hublot fournissait simplement une escorte par mesure de sécurité, rien de plus. Elle essaya de paraître rassurante, mais sa voix trahissait une certaine nervosité face aux circonstances inhabituelles. Monsieur Thompson se tourna vers Sarah, une inquiétude évidente sur le visage. Il dit que cela ne lui semblait pas du tout mineur et lui demanda si elle avait déjà vu quelque chose de semblable. Sarah fixa le F-16 qui maintenait une formation parfaite avec leur avion, notant des détails que la plupart des passagers ne remarqueraient jamais, la configuration des armes, le niveau de compétence du pilote évident dans son vol souple, et la manière professionnelle dont il exécutait la mission d'escorte. Elle mentit habilement, disant à Monsieur Thompson qu'elle n'avait jamais rien vu de pareil non plus, bien que la vérité soit qu'elle avait été des deux côtés de cette situation exacte de nombreuses fois au cours de sa carrière militaire. Dans le cockpit, le centre de Denver contacta le vol 447 pour les informer officiellement qu'ils avaient maintenant une escorte militaire pour leur protection. Le contrôleur souligna qu'ils devaient continuer sur leur cap actuel et ne pas être alarmés par la présence de l'avion de chasse les accompagnant. Le capitaine Wright accusa réception de la transmission et demanda si le centre de Denver pouvait fournir des détails supplémentaires sur la situation qu'il gérait. Le contrôleur aérien expliqua brièvement qu'il y avait un avion non réactif dans leur zone, et que l'escorte était purement précautionneuse pour assurer la sécurité de tout le trafic civil. Wright remarqua que sa radio captait des communications militaires sur des fréquences adjacentes. Il ajusta son casque pour écouter plus attentivement ce que les pilotes de chasse disaient, espérant mieux comprendre ce qui se passait réellement là-haut. La situation avec le pilote inconscient du Cessna devenait de plus en plus critique de minute en minute. Le petit avion était entré dans un piquet peu profond et se dirigeait directement vers la périphérie de Phoenix, où des milliers de personnes vivaient et travaillaient. VIP volait aux côtés de l'avion incontrôlable, essayant frénétiquement différentes fréquences radio pour tenter de réveiller le pilote incapacité avant que la situation ne devienne véritablement catastrophique. Le capitaine Harrison transmit sur plusieurs fréquences d'urgence, s'identifiant comme un pilote de chasse de l'US Air Force volant sur l'aile droite du Cessna. Il demanda au pilote inconnu de faire balancer ses ailes s'il pouvait entendre la transmission, mais il n'y eut aucune réponse. Le petit avion poursuivit sa descente constante, passant maintenant les 28 000 pieds et ne montrant aucun signe de changement de cap ou d'altitude. VIP contacta le centre de Denver avec une urgence croissante, signalant que l'avion descendait à 28 000 pieds et se dirigeait directement vers les zones peuplées de Phoenix. Il demanda des directives immédiates sur les règles d'engagement, demandant essentiellement l'autorisation de prendre des mesures plus drastiques pour empêcher l'avion incontrôlable de s'écraser sur des bâtiments ou des quartiers où il pourrait tuer des innocents au sol. Le centre de Denver autorisa VIP à utiliser tous les moyens nécessaires pour empêcher l'avion d'atteindre des zones peuplées. Mais avant de prendre de telles mesures extrêmes, il voulait d'abord essayer autre chose. Lorsque VIP demanda ce qu'ils avaient en tête, le contrôleur révéla qu'ils avaient des informations indiquant qu'il y avait un pilote qualifié à bord du vol 447.
Il prévoyait de mettre ce pilote en contact avec VIP sur la fréquence d'urgence pour voir si elle pouvait apporter son aide dans la crise. VIP fut surpris d'entendre le contrôleur faire référence au pilote au féminin, et demanda confirmation qu'il parlait bien d'une femme pilote. Le centre de Denver confirma que c'était exact et lui demanda de patienter pendant qu'ils établissaient la connexion. VIP ne put cacher sa curiosité quant à l'identité de cette mystérieuse pilote et à la qualification qu'elle pouvait bien avoir qui serait utile dans cette situation. À bord de l'avion commercial, Jenny s'approcha du siège de Sarah avec une expression inquiète. Elle dit à Sarah qu'elle devait venir à l'avant de l'avion car les pilotes voulaient lui parler. Sarah fut confuse et demanda pourquoi ils auraient besoin de lui parler spécifiquement. Jenny expliqua que le contrôle aérien avait demandé Sarah par son nom, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Monsieur Thompson demanda à savoir ce qui se passait et pourquoi l'équipage de bord avait besoin de parler à Sarah en particulier. Jenny admit qu'elle n'avait pas ces détails, mais souligna que Sarah devait l'accompagner immédiatement. Sarah détacha sa ceinture de sécurité et suivit Jenny vers le cockpit, parfaitement consciente que tous les passagers de la cabine la regardaient et se demandaient pourquoi elle était mise à part pendant cette crise. Lorsque Sarah entra dans le cockpit, le capitaine Wright se tourna pour la saluer avec un mélange de confusion et de curiosité. Il se présenta et lui demanda directement si elle était pilote. Sarah hésita avant de confirmer qu'elle l'était, puis demanda comment le contrôle aérien pouvait connaître son passé. Wright admit qu'il n'avait aucune idée de la manière dont ils avaient obtenu cette information, mais le centre de Denver voulait qu'elle communique directement avec les pilotes militaires qui géraient la situation d'urgence. Wright tendit un casque à Sarah, et elle l'accepta à contre-cœur, sachant qu'une fois qu'elle serait impliquée dans cette situation, son anonymat soigneusement maintenu serait détruit pour toujours. Elle mit le casque et s'identifia simplement comme la passagère du vol 447, espérant éviter de trop révéler sur son passé. Le centre de Denver lui demanda immédiatement de s'identifier au pilote de chasse en utilisant son indicatif militaire. Sarah réalisa qu'elle était à un carrefour. Une fois qu'elle révélerait son indicatif, chaque pilote militaire de la zone saurait exactement qui elle était, et son vol tranquille et anonyme serait terminé. Mais si des vies étaient en jeu, elle ne pouvait pas rester silencieuse. Après une longue pause, elle soupira et parla dans le microphone, « Phoenix, ici Phoenix. » Au moment où le capitaine Harrison entendit cet indicatif à la radio, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Il demanda confirmation qu'elle venait de s'identifier comme Phoenix, c'est-à-dire le commandant Sarah Phoenix Chin. Lorsque Sarah confirma à contre-cœur son identité, la voix de VIP se remplit de respect et d'étonnement. Il s'identifia comme le capitaine Harrison, indicatif VIP, et lui dit qu'il avait volé avec son escadron lors de leur déploiement en Afghanistan. Il mentionna spécifiquement qu'elle avait sauvé la vie de son ailier lors d'une mission au-dessus de Kandahar. Après un moment de silence stupéfait à la radio, VIP expliqua la crise actuelle à Phoenix. Ils avaient un pilote inconscient dans un Cessna qui se dirigeait directement vers le centre-ville de Phoenix, et il avait désespérément besoin de son expertise et de ses conseils sur la manière de gérer la situation. Sarah regarda par les hublots du cockpit et repéra immédiatement le petit avion au loin. Ses années d'entraînement et d'expérience au combat entrèrent en jeu instantanément alors qu'elle évaluait la situation tactique. Sarah activa son microphone et parla avec le ton calme et professionnel qui lui avait valu le respect dans toute l'Air Force. Elle dit à VIP qu'elle pouvait voir l'avion et l'identifia comme un Cessna 172 qui semblait faire face à une urgence médicale. Elle estima son altitude à environ 25 000 pieds et en descente régulière. Elle demanda depuis combien de temps le pilote était inconscient, et VIP répondit que cela faisait environ 8 minutes sans réponse à aucune de leurs tentatives d'établir la communication. Sarah analysa rapidement la situation et réalisa qu'il manquait de temps et d'options. L'avion du pilote inconscient était sur une trajectoire de collision avec l'une des zones les plus peuplées de l'Arizona. Elle demanda à VIP la situation en carburant du Cessna et s'ils avaient des informations sur l'état médical du pilote. Lorsqu'il rapporta qu'il n'avait pas de détails supplémentaires, Sarah commença à formuler un plan qui nécessiterait une coordination précise entre les pilotes de F-16 et des compétences de vol exceptionnelles. Elle expliqua à VIP qu'il devait forcer le Cessna à changer de cap sans le faire s'écraser ou se désintégrer en vol. Cela nécessiterait que le F-16 utilise ses turbulences de sillage pour pousser doucement le plus petit avion loin des zones peuplées vers un désert ouvert où il pourrait s'écraser en toute sécurité sans tuer d'innocents. La manœuvre était incroyablement dangereuse et n'avait jamais été tentée dans une situation d'urgence réelle, mais c'était leur seule option, à part abattre l'avion. Tandis que Sarah décrivait la procédure complexe à la radio, tout le monde dans le cockpit du vol 447 écoutait avec stupéfaction. Le capitaine Wright et le premier officier Torres échangèrent des regards,
réalisant qu'ils avaient une véritable héroïne militaire assise dans leur cockpit. La femme qu'ils avaient supposée être une simple passagère dirigeait calmement une opération de vie ou de mort impliquant des avions de chasse et un avion incontrôlable. VIP accusa réception du plan de Phoenix et commença à manœuvrer son F-16 en position par rapport au Cessna. Il avait une confiance totale dans ses connaissances tactiques et son expertise en pilotage, ayant entendu des histoires sur ses missions légendaires tout au long de sa carrière. Chaque pilote de l'Air Force connaissait la réputation de Phoenix pour avoir réussi des sauvetages impossibles et survécu à des situations qui auraient dû être fatales. Pendant ce temps, Hawk continuait de voler en escorte pour l'avion de ligne commerciale, mais il pouvait entendre tout ce qui se passait à la radio. Lorsqu'il réalisa que la célèbre Phoenix était réellement à bord de l'avion de passagers qu'il protégeait, il demanda l'autorisation de rompre l'escorte et d'aider à l'interception du Cessna. Cependant, Phoenix et VIP convinrent tous deux qu'il devait maintenir sa position avec le vol 447 jusqu'à ce que la crise immédiate soit résolue. Les passagers du vol commercial n'avaient aucune idée que la femme silencieuse du siège 14 dirigeait maintenant une opération militaire complexe depuis leur cockpit. Ils continuaient de regarder par les hublots le F-16 volant à leur côté, inquiets du type d'urgence qui pouvait nécessiter une escorte militaire, mais complètement inconscients que l'une des pilotes de combat les plus décorées de l'Air Force était assise à quelques rangées d'eux. Sarah continua de fournir des conseils tactiques à VIP alors qu'il s'approchait du Cessna incontrôlable. Elle le mit en garde contre le positionnement précis requis pour utiliser efficacement les turbulences de sillage sans faire partir le plus petit avion en vrille incontrôlable. La marge d'erreur était incroyablement petite, et une seule erreur pouvait entraîner la destruction immédiate du Cessna et la mort de son pilote inconscient. Alors que VIP commençait la manœuvre dangereuse, Sarah surveillait sa progression et fournissait des corrections en temps réel à son angle d'approche et à sa vitesse. Sa voix calme et autoritaire le guida à chaque étape de cette tentative de sauvetage sans précédent. Le pilote de F-16 suivit ses instructions précisément, faisant entièrement confiance à son expertise et à son expérience, même s'ils n'avaient jamais travaillé ensemble dans ce type de situation. Les turbulences de sillage du F-16 de VIP commencèrent à affecter la trajectoire de vol du Cessna, le poussant progressivement loin des zones peuplées vers le désert ouvert. Sarah observa attentivement le mouvement du petit avion et ajusta ses instructions à VIP pour s'assurer que le changement de cap était doux et contrôlé. Après plusieurs minutes tendues, le Cessna fut réussi à dérouter vers un cap qui le mènerait au-dessus de terres inhabitées où il pourrait s'écraser en toute sécurité si le pilote restait inconscient. La menace immédiate pour les vies civiles étant éliminée, le centre de Denver commença à coordonner avec les services d'urgence au sol. Des hélicoptères médicaux et des équipes de sauvetage furent dépêchés sur le site de crash prévu, prêts à fournir une assistance immédiate au pilote inconscient une fois que son avion serait descendu. La coordination fut impeccable, un témoignage de la formation et du professionnalisme de toutes les personnes impliquées dans l'opération. Alors que la crise touchait à sa fin, VIP reprit la radio avec une demande qui surprit tous les auditeurs. Il demanda au centre de Denver la permission d'effectuer un salut aérien pour honorer le service de Phoenix et son aide cruciale pour sauver des vies pendant l'urgence. C'était une tradition militaire extrêmement rare, généralement réservée aux camarades tombés au combat ou aux généraux à la retraite. Mais VIP estima que la réputation de Phoenix et sa performance pendant cette crise justifiaient une telle reconnaissance. Le centre de Denver approuva la demande. Comprenant la signification du geste, Hawk fut autorisé à rompre l'escorte et à rejoindre VIP pour la formation du salut. Les deux F-16 se mirent en position au-dessus et de chaque côté de l'avion de ligne commerciale, se préparant à exécuter un survol de précision qui honorerait l'une des vétéranes de combat les plus respectées de l'Air Force. À bord du vol 447, le capitaine Wright annonça par l'interphone que les passagers étaient sur le point d'assister à quelque chose de très spécial. Il expliqua que les pilotes militaires avaient demandé la permission d'effectuer un salut aérien en l'honneur d'un de leurs collègues militaires qui avait fourni une assistance cruciale pendant l'urgence. Ce qu'il ne révéla pas initialement, c'est que ce membre du service honoré était assis là, dans leur cockpit. Les passagers pressèrent leur visage contre les hublots alors que les deux F-16 se mettaient en formation parfaite et exécutaient un salut aérien impeccable. Les avions de chasse volaient en synchronisation précise, leurs mouvements coordonnés à la fraction de seconde près. Ce fut un spectacle époustouflant d'habileté de pilotage et de tradition militaire qu'aucun des passagers civils n'avait jamais vu auparavant. Une fois le salut terminé, le capitaine Wright fit une autre annonce qui stupéfia tout le monde à bord de l'avion. Il révéla que le salut aérien avait été effectué en l'honneur du commandant Sarah Phoenix Chin, l'une des pilotes de chasse les plus décorées de l'histoire de l'US Air Force, qui se trouvait être une passagère de leur vol ce jour-là. La femme du siège 14C, qui avait semblé être une simple voyageuse d'affaires,
était en réalité une véritable héroïne de guerre qui venait de contribuer à sauver d'innombrables vies au sol. La transformation dans la cabine fut immédiate et spectaculaire. Les passagers qui avaient échangé des banalités avec Sarah sur des sujets mondains réalisèrent soudain qu'ils avaient été assis à côté de quelqu'un qui avait risqué sa vie pour défendre leur pays lors de missions de combat aérien à travers le monde. La femme calme et discrète qu'ils avaient à peine remarquée était en fait une légende vivante parmi les aviateurs militaires. Monsieur Thompson, qui s'était plaint de son travail d'assureur ennuyeux, regarda Sarah avec une nouvelle compréhension et un profond respect. Lisa Martinez, qui s'était excusée pour son enfant bruyant, réalisa que cette femme avait probablement fait face à des défis et des pressions qui faisaient paraître un bambin agité comme rien du tout. L'hôtesse de l'Air Génie, qui avait servi de l'eau à Sarah et fait la conversation, comprit maintenant qu'elle avait parlé à quelqu'un qui avait servi son pays avec une distinction et une bravoure extraordinaires. Alors que Sarah retournait à son siège, toute la cabine la regarda avec un mélange de respect, d'admiration et de curiosité. Certains passagers voulaient lui serrer la main ou la remercier pour son service. D'autres se contentaient de la regarder, essayant de concilier la femme d'apparence ordinaire qu'ils avaient ignorée avec l'héroïne militaire extraordinaire qu'elle était réellement. Quelques personnes demandèrent des autographes ou voulaient prendre des photos avec elle, bien que Sarah déclina poliment la plupart de ces demandes. Le reste du vol se déroula dans une atmosphère complètement différente de la première moitié. Les passagers parlaient à voix basse et respectueuse du salut aérien auquel ils avaient assisté et de la présence d'une véritable héroïne de guerre parmi eux. Sarah essaya de retourner à son magazine, mais trouva impossible de retrouver l'anonymat dont elle avait joui plus tôt dans le vol. Sa couverture était grillée, et il n'y avait plus de retour possible au statut de simple passagère au siège 14C. Lorsque le vol 447 atterrit finalement à Phoenix, la nouvelle de l'incident s'était déjà répandue via les réseaux sociaux et les médias. Des caméras et des reporters attendaient à la porte, espérant interviewer la pilote légendaire qui avait aidé à résoudre la crise en plein vol. La sécurité de l'aéroport dut escorter Sarah à travers le terminal pour la protéger de la foule grandissante de gens qui voulaient la rencontrer ou simplement apercevoir la célèbre Phoenix. Alors que Sarah traversait l'aéroport, elle réfléchit à l'ironie de la situation. Elle avait embarqué sur le vol en espérant un voyage tranquille et anonyme pour rendre visite à sa sœur. Au lieu de cela, elle avait fini par diriger une opération de sauvetage complexe à 35 000 pieds et avait reçu un salut aérien sans précédent de ses collègues pilotes de chasse. Sa tentative de se fondre dans la masse en tant que passagère ordinaire avait été complètement détruite, mais elle devait admettre qu'il y avait quelque chose de satisfaisant à utiliser ses compétences pour aider à sauver des vies une fois de plus. L'incident devint une nouvelle nationale en quelques heures, avec la diffusion de la vidéo du salut aérien sur les chaînes de télévision de tout le pays. Les experts de l'aviation militaire louèrent la technique de sauvetage innovante qui avait été employée pour dérouter le Cessna incontrôlable, et Sarah se retrouva à contre-cœur propulsée de nouveau sous les feux des projecteurs qu'elle avait tenté d'éviter. Dans les jours qui suivirent, Sarah reçut des félicitations de la direction de l'Air Force et des demandes d'interview de la part d'organisations de presse du monde entier. La femme qui ne voulait rien de plus qu'être une passagère normale sur un vol normal était devenue le centre d'une histoire qui a captivé l'imagination du public et rappelé à tous le dévouement et les compétences des hommes et des femmes qui servent dans l'armée. Mais peut-être plus important encore, le pilote inconscient du Cessna survécut à son atterrissage d'urgence dans le désert et se rétablit complètement après avoir reçu des soins médicaux rapides. La vivacité d'esprit et l'expertise de Sarah avaient non seulement empêché une catastrophe potentielle dans le centre-ville de Phoenix, mais avaient également sauvé la vie d'un collègue aviateur qui s'était retrouvé dans une situation impossible sans aucune faute de sa part. L'histoire de la passagère du siège 14C devint une légende dans les cercles de l'aviation militaire, racontée dans les salons de pilotes et les centres d'entraînement comme un exemple de la façon dont les compétences acquises au combat pouvaient être appliquées pour sauver des vies dans des circonstances inattendues. Pour Sarah Chin, ce n'était qu'un autre jour de service à son pays, même si elle avait essayé de prendre un jour de congé d'être le commandant Phoenix Chin et d'être juste une personne ordinaire prenant un vol régulier pour rendre visite.